Bienvenue sur Planète Actuelle, la chaîne qui vous met au parfum des informations en Afrique. Au Bénin, le débat politique prend une tournure particulière. Dans ce discours marquant, le président Patrice Talon affirme que les différents partis politiques poursuivent finalement les mêmes objectifs pour le développement du pays. Selon lui, les divergences idéologiques seraient très faibles, ce qui poserait une question importante. L'opposition est-elle réellement indispensable dans notre système politique ? Cette déclaration suscite déjà de nombreuses réactions et relance le débat sur l'avenir de la démocratie béninoise. Dans cette vidéo, nous allons écouter et analyser ses propos pour mieux comprendre sa vision du système partisan et ce que cela pourrait signifier pour la politique au Bénin dans les années à venir. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Monsieur le Président, lorsque vous faisiez votre développement tout à l'heure, vous avez indiqué que notre pays a traversé des stades. Et donc le stade auquel nous sommes aujourd'hui, il y a eu des réformes et ces réformes normalement devraient nous permettre de conforter ou de consolider notre démocratie. À partir de 2022-2023, on a, à l'heure où je vous parle, que 3 partis politiques à l'Assemblée nationale. Et donc la relecture du code électoral actuel, plus précisément au niveau de l'article 146 nouveau, on se rend compte que les conditions, plus précisément d'éligibilité après une élection législative, ont été corsées. Et donc, si on n'a que 3 partis politiques à l'Assemblée nationale et qu'on corse les conditions, pour ne pas dire 2 partis et demi, puisque des 3 partis, 2 sont de la majorité présidentielle, c'est-à-dire, je les qualifie parfois de fils légitimes et illégitimes, et donc qui très souvent poursuivent la même politique. Et donc, si on corse les conditions d'éligibilité au niveau de l'Assemblée nationale, probablement un parti où on souhaiterait qu'un parti ne puisse pas avoir accès à l'Assemblée nationale. Et donc, si un parti n'a pas accès à l'Assemblée nationale, et je suppose que les 2 partis qui ont accès à l'Assemblée nationale sont de la même obédience, je ne crois pas, Monsieur le Président, que cette condition puisse, ou cet article puisse profiter ou travailler à renforcer la démocratie. Si 2 des 3 partis, c'est-à-dire 2 partis de la même obédience, au niveau des 3 partis, 2 de la même obédience arrivent à accéder au Parlement et non le 3e, sans plus sans moins, on travaille à, je vais dire, à fragiliser la démocratie qu'à renforcer la démocratie. Et donc ma question est celle-ci. Si la relecture de l'actuel code électoral a été faite, cette relecture a été faite dans le sens de renforcer la démocratie, pourquoi souhaiterait-on désormais qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on ne puisse avoir que 2 partis ou qu'un seul parti ou que 2 partis qui parlent le même langage? C'est fondamentalement ça ma question, Monsieur le Président. Je suis Yanki Saka Sero du Parti Les Démocrates. Pour en venir à la démocratie, je pense que la démocratie voudrait quand même que le peuple ait sa souveraineté. Et au nom de cette souveraineté, elle voudrait quand même aussi qu'il y ait de la contradiction politique. Mais c'est amer de constater aujourd'hui que la contradiction, en tout cas les voix qui ne disent pas forcément, qui n'ont pas le même langage que le gouvernement, se retrouvent soit en exil, soit en prison. Ils ont évoqué le débat. Je voudrais véritablement que pour que cette démocratie-là puisse régner, qu'on puisse véritablement laisser la contradiction régner et libérer la parole en République du Bénin. Je vous ai une fois écouté dire que vous êtes panafricaniste. J'ai écouté le président Macron par rapport à l'insécurité au Bénin sur l'acquisition de l'armement, qui disait que, en fait, le Bénin n'avait pas encore la possibilité d'acquérir un certain nombre de choses. Et je voudrais véritablement savoir, parce que quand je me suis renseignée, les informations que j'ai eues, c'est que on est un peu limité à cause des accords coloniaux. Et je pense que le gouvernement est une continuité, l'État est une continuité. Dès lors que vous êtes là, quelles sont les mesures que vous prenez
pour que ces accords-là soient revisés, qu'on puisse véritablement avoir la liberté d'acheter, de prendre ce que nous voulons, selon les politiques que nous définissons, selon les priorités que nous avons par nous-mêmes. Je vous remercie. Merci, madame. C'est incroyable. Merci. Je voudrais commencer ma réponse par son évocation de la souveraineté. Vous avez écouté le président Macron, vous avez dit, moi je l'ai écouté aussi, mais on n'a pas la même compréhension. En termes de souveraineté, et ça c'est important, et je voudrais que la jeunesse béninoise comprenne ce mot et l'utilise ce mot, pas comme malheureusement on l'entend de toutes parts, où souveraineté veut dire simplement insulter l'autre, dire qu'il y a des colons, des impérialistes partout et que nous ne sommes pas développés à cause des autres. Je veux le dire, il faut bien le noter. Si nous ne sommes pas développés, c'est notre propre faute. Madame, si nous ne sommes pas développés, c'est notre propre faute. Je l'ai dit ici avec les maires, je vais vous répéter ça, je vais essayer de ne pas être long. On dénonce l'esclavage, commerce triangulaire, comme un crime. C'est un crime ce qui s'est passé. Où les forces vives du continent ont été déportées pour aller développer l'Amérique. Si l'Amérique est à son niveau de développement aujourd'hui, une bonne partie, sinon une grande partie, l'essor de ce pays est lié à la force de nos aïeuls qui sont allés travailler là-bas. Mais est-ce que vous pensez, vous croyez que tous ceux qui ont été déportés sont venus, ont été raflés par les Blancs dans les villages, dans les contrées africaines? Est-ce que ce sont les Européens, ceux qui étaient acheteurs pour amener en Amérique? Est-ce qu'ils sont venus avec fusils aller dans nos villages pour ramasser les esclaves? La plupart ont été vendus par nous-mêmes. Donc nous sommes co-responsables, peut-être même premiers responsables. Cette bêtise-là, ce crime. Est-ce qu'on n'était pas souverain au moment où on vendait nos parents et consorts aux Blancs qui sont installés sur les comptoirs, dans les ports? Avant les Blancs, les Européens, on a vendu nos parents aux Arabes. On n'était pas souverain? Madame, je ne veux pas juger nos ancêtres, les consorts, tout ça. Avons-nous les moyens d'acheter les armes, les munitions qu'il faut pour lutter contre le terrorisme? Qu'est-ce que ça va avec la souveraineté? Ceux qui ont chassé les Français, les Américains, les Allemands, ça y est, ils ont vaincu le terrorisme? La souveraineté, c'est la conscience qu'on a de soi. C'est la volonté qu'on a de soi à agir avec responsabilité, sans se courber devant l'autre. On peut être dans un partenariat et être souverain. On peut être dans la coopération et être souverain. Notez le coup de bon. On n'a pas besoin de rompre tous les liens de partenariat, tous les liens de coopération, tous les liens de relations internationales pour proclamer sa souveraineté. Être souverain, c'est être capable, dans un partenariat, de défendre ses intérêts. Dans une coopération, de défendre sa position, de défendre son intérêt. Et si vous avez les moyens d'acheter des armes en Amérique, ils vont vous les vendre. Si vous avez les moyens. Si vous voulez acheter les armes en Turquie, ils vont vous les vendre. Si vous avez les moyens d'acheter en France, en Italie, en Allemagne, ils vont vous les vendre. Les gens font du... Écoutez le président Trump. Il le dit sans gêne. Vous voulez les armes, chez moi, payez, je vais vous vendre. Ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Maintenant, si vous voulez qu'on vous aide, qu'on vous donne, ben en ce moment, vous pouvez dire, bon, donnez-moi, mais je vais être souverain. Donnez-moi mes conditions. Les gens vous disent, payez, faites-moi ça, vous dites non, non, non. Faites-moi ça, mais dans quelles conditions? Donc, le fait de solliciter l'autre en s'ignorant soi-même, en refusant de faire les efforts soi-même, peut vous amener à perdre votre souveraineté. Et moi, depuis que nous sommes là, nous ne faisons rien sans regarder les autres en face dans les yeux.
Rien. Nous sommes merci. Nous sommes un petit territoire. On n'est pas un pays très grand. Nous sommes un territoire petit en termes de superficie. Nous sommes bientôt 13 millions d'habitants. Nous ne sommes pas très nombreux. Nous sommes un petit pays en termes de population. Mais nous sommes un pays fier. Nous sommes un pays grand. Par notre volonté, notre ambition. Même si nous n'y sommes pas encore. Laborieux. Nous sommes capables de travailler. Et nous discutons avec chacun dans cette position. Petit territoire, petite population, mais grand peuple. Et ça, il n'y a pas plus souverain que nous. Et nous voulons corriger nos erreurs du passé. Nous voulons gommer les mauvaises images qui nous collent à la peau pour dire nous sommes déjà un autre pays, un autre peuple, une autre nation. Tout ce que nous ne parvenons pas à faire, ce n'est pas la faute des autres. Il y a plein de choses que nos moyens ne nous permettent pas de faire. Ces choses-là que nous ne parvenons pas encore à faire, c'est parce qu'on n'a pas encore les moyens. C'est parce qu'on n'y est pas encore. Mais c'est parce que nous sommes sous la domination de quelqu'un. Je veux venir à la question de la démocratie elle-même, parce que la question de la souveraineté est en lien direct avec la démocratie. Ce modèle, le choix libre des citoyens pour ceux qui veulent gouverner. Mais nous avons dit et nous avons constaté que depuis longtemps, nous ne parvenons pas à choisir les dirigeants qu'il faut, à créer les ensembles de gouvernants pour une action publique efficace. Une fois, on a dit renouveau, changement, révolution, du fait que le modèle de démocratie n'a pas permis le développement. Arrive 2016, on fait le diagnostic. On constate qu'on va en politique pour voler le Bénin. On se met ensemble dans les partis politiques et consorts pour couper chacun sa part. Et il y a des centaines de partis politiques. Celui qui a la charge principale, président de la République, il doit négocier avec chaque groupe politique, dit ce que je te donne pour que j'ai ton soutien. Ce qu'on donne là, c'est quoi? La politique, c'est matériel. Donnez-moi la direction des douanes. Donnez-moi le poste de receveur de telle douane, de telle frontière. Donnez-moi le directeur des impôts. Donnez-moi le port autonome. Donc chaque groupe politique, soi-disant groupe politique, prend une part du pays pour sa poche. Et ça ne sert pas le pays, ça ne grandit pas, ça ne grandit pas, on ne faisait rien avec. Je suis arrivé en 2016, je vais donner cet exemple-là, vous le savez. Un partisan vient me voir. Monsieur le Président, donnez-moi la direction générale du port autonome de Cotonou. Et déjà en ce moment, on commençait à dire que le Bénin n'est pas un gâteau pour les partisans, pour les partis politiques. Ce n'est pas un gâteau. On ne vient pas en politique pour partager le gâteau. C'est ça qui se passait au Bénin. Je dis, mais pourquoi vous voulez être directeur général du port autonome de Cotonou? Vous avez une expertise particulière en termes de gestion des quais, des navires, de ceci et consorts, de la stratégie et consorts. Non. Il dit, mais pour moi, ta formation même ne permet pas de prendre efficacement le port. Ça fait longtemps que le port du Bénin, vraiment, dans un état pas bien. Et il dit, non, monsieur le Président, je vais faire ce qu'il faut. Mais je vais vous promettre quelque chose. Si vous me donnez le port, pour chaque élection communale, législative, présidentielle, tout ça, dans ma localité, je ne vous demanderai pas un sou. Vous ne me donnerez plus un franc. Je m'occupe de ma zone sans vous solliciter et nous gagnerons toutes les élections dans ma localité. Il dit, c'est pour ça que vous voulez être DG du port? Oh, j'ai dit, mon cher ami, tu es disqualifié sur le champ.
Ça continue. Hein. Ces choses-là ne disparaissent pas du jour au lendemain. On va faire des réformes. Les dernières qui ont tout concerné le code électoral finissent de consacrer la limitation des partis politiques sans décréter que nous sommes dans un système partisan à partis politiques limités. Nous voulons que dans l'action, on ne continue pas avec 10, 20, 30, 40, 50 partis politiques. Donc ce sont les règles de la compétition qui vont amener les gens à se mettre ensemble pour gouverner le pays et non que chacun tienne son couteau pour couper une part du pays ou bien pour être indispensable à celui qui va être élu. Et vous avez dit, M. Bitokpe, que ce nouveau système peut amener à avoir un parlement monocolore, à ce qu'il n'y ait qu'un parti politique ou deux, ou bien que les élections n'aboutissent à, quelqu'un a dit, à 0 peut-être parti politique pour satisfaire les conditions de électorales. Que en 2026, personne, c'est ça hein, la question. Si personne ne satisfait les conditions, qu'est-ce qui va se passer? Je veux qu'on réponde à une question préalable. Est-ce que c'est bien qu'il n'y ait pas 10, 20, 30, 40 partis politiques qui se partagent la décision au Parlement? Une loi vient, il y a, la contradiction est utile, c'est même indispensable, madame. Pour l'efficacité de l'action publique, il faut qu'il y ait un peu de contradiction, qu'il y ait de la critique, il faut qu'il y ait la contradiction. Mais est-ce que c'est bien qu'au Parlement, il y ait 10, 20, 30 groupes politiques différents? Alors, pour répondre à la question, je vais poser une autre. Quelle est la différence idéologique aujourd'hui entre l'UPR et le BR? C'est deux partis politiques différents, hein? N'est-ce pas? Vous êtes UPR, l'autre est BR, vous êtes BR. Toutes mes excuses au président du BR et au président de l'UPR. Moi, je vais vous dire qu'il n'y a aucune différence entre les deux. C'est pas vrai. Là, c'est la forme. UPBR, moi je les vois au gouvernement, non? Moi je les vois, je reçois les contributions des uns et des autres sur les débats, sur les discussions. Les discussions sont techniques, sont intellectuelles, sont sociétales, c'est vrai, mais nous voulons tout simplement que le Bénin ait de l'eau, l'électricité, qu'il y ait la formation, qu'il y ait la santé, que l'économie soit prospère, qu'il y ait des PME prospères, qu'il y ait des banques. C'est tout ça là, la même chose. Nous voulons que l'État prélève les impôts de manière raisonnable, satisfaire nos besoins sans étouffer les citoyens. Et ça, vous le partagez, vous les deux. Hein. Vous et vous. Collecter les impôts, mais sans tuer les citoyens. Nous voulons également qu'il y ait de l'action sociale, que ceux qui sont les plus faibles bénéficient de l'arche. C'est partagé par les deux parties. Hein. Nous voulons qu'il y ait des cantines scolaires, qui est purement du social. Les deux soutiennent ça. Moi, je n'ai pas vu en termes d'action sociale ce que l'un a contesté au gouvernement. Je n'ai pas vu. Mais l'expression de l'ambition politique, l'exercice du pouvoir politique, les groupes dans lesquels il faut compétir politiquement requiert qu'il y ait plusieurs corps politiques. Ce n'est pas la différence idéologique qui était là à l'origine, parfois, de groupes différents. Même dans les grands pays. Si vous regardez les partis d'extrême droite, ils disent la même chose, mais ils sont plusieurs courants différents. Les gens de la gauche ou bien de progressistes qu'on sort, ils disent la même chose. Mais tout le monde ne veut pas compétir, ne pas exister dans un même creuset. Ça, c'est humain. Tout le monde, même disant la même chose, ne peut pas être tout le monde dans le même creuset.
Des fois, problème d'affinité. Problème que nous sommes déjà trop nombreux, moi, personne ne m'entendra. Je préfère aller parler là où on m'entendra. C'est suffisant pour être dans un autre courant, groupe politique, un autre creuset, parce que là-bas, je peux mieux me faire entendre. Quelle différence il y a démocrate et UP et BR? Entre BR, vous, UP et vous, démocrates, là, quelle différence il y a en termes de politique, en termes d'idéologie? Est-ce qu'il y a une différence? Quelle différence il y a entre la démocrate et moi je peux parler au nom de UP et au nom de BR, parce que je suis avec les deux. On est sur le ring là, allez, Merci infiniment, Monsieur le Président. oui. Non, moi je crois qu'il y a une très grande différence entre le parti Les Démocrates et les deux partis qui soutiennent l'action du chef de l'État. Différence idéologique, hein? Oui, idéologique. Je disais tout à l'heure, lorsque vous m'aviez donné la parole, que nous sommes, moi, j'ai fait l'option d'être un homme de gauche. L'homme de gauche, c'est celui qui est beaucoup plus proche du socialisme, et vous l'aviez développé tout à l'heure. Et donc, quand vous prenez aujourd'hui le premier responsable du parti Les Démocrates dans sa gouvernance, et pendant 10 ans, la différence entre ce qu'il a montré et ce que vous montrez aujourd'hui, il y avait l'aspect social qui était beaucoup plus développé que ce que vous présentez aujourd'hui. L'aspect social était beaucoup plus développé sans que... Que quoi? Bon, quand je dis l'aspect social était beaucoup plus développé, bon, je dirais... Vous avez dit plus, non? Plus que quoi? Permettez, monsieur le Président, Oui. avec votre permission, l'option sociale était beaucoup plus développée avec l'ancien régime. Quand non. Nous voulons comparer, la stratégie, l'idéologie, le vecteur le politique. Vous avez dit, sous l'ancien régime, l'action sociale, peut-être qu'elle était plus forte parce qu'il y avait plus de moyens, peut-être. Mais en termes de choix idéologique, en termes de stratégie pour l'action publique, l'action sociale a été plus mise en avant. C'est ça qui fait la différence idéologique. Un régime dit, moi je préfère la solidarité, l'action sociale, plus que telle chose. L'autre va dire, ah non, moi je préfère l'entreprise, l'industrie, la promotion donc c'est ça ce qu'on appelle différence idéologique. Donc sous le parti que vous incarnez aujourd'hui, Effectivement, Monsieur le Président. vous avez dit que l'action sociale doit être primée sur l'action. Sur quelle action? Oui, tout à l'heure, lorsque le Président a pris la parole et qu'il avait dit, vous aviez posé une question, j'avais dit que je n'y avais pas pensé. Et dans votre développement, vous aviez dit c'est extrêmement grave. En fait, Monsieur le Président, le parcours de chacun de nous joue lorsque la personne, un jour ou l'autre, a le pouvoir. Et donc, vous, aujourd'hui, vous avez été par le passé brillant homme d'affaires et aujourd'hui, vous êtes à la tête du pays. C'est normal que vous puissiez mettre l'accent sur ce que vous connaissez le mieux, sur ce que vous avez tout le temps fait. Et nous constatons que c'est ce qui est fait. Et donc, lorsque je dis qu'avec l'actuel président du parti Les Démocrates, l'accent a été mis sur le social, c'est qu'en plus des autres paramètres, en plus des autres domaines qui n'ont pas été pour autant négligés, le social a été pris en compte, ce que nous ne constatons pas véritablement avec vous. Je prends un exemple très simple. Lorsque vous prenez la question de l'ONASA, aujourd'hui, l'une des questions que vous avez des difficultés à régler, c'est le fait que les Béninois puissent véritablement savoir que la cherté de la vie, le niveau de vie, manger 3 repas par jour est devenu un véritable casse-tête pour nos compatriotes. Mais le problème aujourd'hui, lorsque le problème s'était posé avec l'ancien régime, il avait trouvé la parade de l'ONASA par exemple. Mais avec vous, quel est ce qui peut s'identifier à ce qui était l'ONASA? C'est un des exemples que je donne. Bon, je vais vous expliquer. Monsieur le Président. Il peut y avoir une différence entre l'efficacité de l'action avec l'idéologie de l'action. Il peut y avoir une différence. Pour une même idéologie, 2 responsables peuvent procéder autrement et l'un sera plus efficace que l'autre. Alors que c'est la même idéologie. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Que pour une même idéologie, il peut y avoir
deux résultats différents parce que les acteurs sont moins performants, le responsable est moins talentueux, moins imaginatif, moins persévérant, donc il aura un résultat moindre, alors que c'est le même objectif, la même idéologie. Je crois que l'idéologie conditionne les actions. Mais est-ce que c'est possible aussi ça que il peut y avoir des nuances, mais pas fondamentalement de grandes différences. D'accord. Chacun a fait sa part. Donc, et d'ailleurs, on se succède en complétant un peu nos actions. De ce qu'on a trouvé, on apporte quelque chose de plus. Il se pourrait donc que Naibouni a été plus efficace que moi en cette matière. C'est possible. Mais en termes d'idéologie, est-ce que vous voulez dire que les démocrates aujourd'hui, pour eux, la politique sociale doit primer, doit être la plus importante sur... Moi, je voulais vous faire 10 là. Est-ce qu'elle doit être plus importante que toute autre chose en termes de développement industriel, de développement des affaires, du développement de... Parce que financer les PME, est-ce que ça doit passer après le financement exclusif du social? Est-ce que financer l'industrie, financer le commerce, financer les machines agricoles, qui n'est pas vu comme une action sociale, doit être négligé et dit il vaut mieux distribuer l'argent aux gens en matière sociale. Il vaut mieux faire du crédit, microfinance sans remboursement. Vous voyez, c'est du social. Parce que c'est ça aussi parfois qu'il faut avoir le courage de dire. Notre argent, notre caisse commune là, on l'utilise à quoi? À faire des routes, à amener de l'eau à tout le monde, à investir dans l'électricité, même si l'électricité est chère, à financer des machines agricoles pour les agriculteurs, à mettre en place des lignes de financement pour des PME. Cet argent, il aurait mieux fait dire, attends, non. Comment on fait pour soulager les Béninois, chacun dans sa poche de son quotidien? On peut développer également une politique dans cette matière pour dire, bon voilà, les filets sociaux vont consommer 90% de nos ressources. Les transferts monétaires, qui sont des actions politiques phares. Quelqu'un est très pauvre, on lui envoie 10 000 francs, 50 000 francs pour l'aider. Est-ce qu'il vaut mieux pas? Comme nous sommes tous pauvres au Bénin, là, beaucoup, en tout cas beaucoup sont pauvres, c'est vrai, il faut l'avouer. Malheureusement. Nous allons dire que le budget du Bénin, la partie, tout ce qu'on met dans l'investissement, là, il vaut mieux qu'on envoie ça plutôt dans les transferts monétaires, plutôt dans les filets sociaux. Il faut laisser à faire de routes là. Il faut laisser à faire de l'électricité. Il faut laisser à faire du financement des PME. Distribuons l'argent aux gens, comme filets sociaux. C'est ça votre stratégie? Non, monsieur le président, ce n'est pas ce qui a été fait avant vous. Non, c'est pas ça. Hein? Non, mais c'est pas ce qui a été fait avant vous. Non, il n'y a pas de différence entre nous idéologiquement. Non, il y a une différence idéologique entre vous. Non. Oui, il y a une différence. C'est pour cela que j'ai parlé de nuances. La différence idéologique, c'est privilégier, si vous êtes plus social que nous, c'est privilégier l'action sociale par rapport à toutes les autres actions. Donc, comme vous dites que ce n'est pas votre idéologie, je suis d'accord avec vous. Maintenant, là, je vais chercher un seul exemple. En termes de microfinance, en 2016, tout le système de microfinance était en faillite. En faillite. Plus personne ne remboursait, les fonds ont disparu. Or, la microfinance, si on met des fonds en place, ça c'est Pierre, Paul, Justine, Rekiat aujourd'hui. Vous remboursez, ça c'est d'autres. C'est un système qui doit se développer par la régénérescence des ressources, parce que les gens prennent, ils remboursent et ça continue. Mais si on met en place quelque chose, on distribue, on dit on ne paye pas, et après ça tombe, est-ce que c'est un bon système social ça? C'est ce qu'on a constaté. Tout l'écosystème des microcrédits est tombé en faillite. Les cantines scolaires, de 2016 à maintenant, c'était pratiquement inexistant. Aujourd'hui, il faut combien de pères d'enfants mangent à leur faim? Tout le monde entier en parle. Est-ce que le régime passé a été plus efficace en matière de cantine scolaire que celui de maintenant? Si vous me laissez la parole.
On va continuer. On va continuer. On va continuer. Le système de santé. On a parlé de Ramu. Vous vous rappelez, non? Qui sait ce que Ramu a fait au Bénin? Qui se souvient quelque chose? C'était rien que de la propagande, des paroles. Nous avons mis en place depuis un système qui c'est vrai, a du mal à démarrer, mais qui a démarré. Vous savez tous très bien que l'assistance pour l'accès aux soins de santé a commencé à s'adresser aux plus pauvres. Que nous faisons les recensements, que certains ont les cartes. C'est vrai que nos populations n'aiment pas les hôpitaux parce qu'ils croient davantage aux praticiens qu'aux hôpitaux. Donc même si les gens leur disent vous pouvez aller gratuitement, ils n'y vont pas encore. Mais c'est matériel désormais que les plus pauvres peuvent avoir accès à un minimum avec notre système de santé Arche et l'assurance maladie obligatoire qui dans quelques, malheureusement pour les entrepreneurs qu'on sort, l'année prochaine deviendra très obligatoire. Et ceux qui ne vont pas payer l'assurance maladie pour leur chauffeur, leur nounou, comme vous en avez là, vous allez payer l'assurance maladie pour votre nounou. Si vous ne le faites pas, vous serez puni par la loi. Ça, ce sont des mesures d'efficacité sociale qui n'ont pas de pareil. Où on demande à chacun de payer l'assurance maladie pour son chauffeur. C'est social ça. Où on demande à celui qui gagne 200 000, qui a une nounou, de le déclarer parce que la nounou aussi peut avoir une retraite à la fin. C'est une action politique hautement sociale. Parce qu'à la fin, ce sont les plus pauvres qui vont avoir une sécurité d'existence et même quand ils n'auront plus de force, ils vont pouvoir travailler. Nous allons prendre le domaine de l'eau. Quand l'eau n'existe pas, les gens ne peuvent pas vivre, pas survivre. Quand vous amenez de l'eau partout, c'est une action sociale. Quand vous amenez l'électricité aux gens dans leur localité pour qu'ils aient une lampe, qui puisse que le tailleur du quartier ou le brodeur puisse broder avec l'électricité, ou la coiffeuse puisse coiffer avec l'électricité, c'est aussi une action sociale. Ce n'est pas que de l'action de promotion de l'industrie ou du commerce, c'est social. Nous avons une vue de l'action sociale plus large, même plus élaborée. Mais comme nous ne faisons pas du populisme, nous ne disons pas que nous sommes plus sociaux que certains. Mais pour vous dire une chose, en cette matière, BR et UP, dont je suis pour le moment le chef dans l'exécutif, nous sommes plus dans le social que quiconque. Si vous permettez. Nous sommes. Et comme c'est votre dada, alors en définitive, nous avons la même stratégie. Nous avons la même idéologie, seulement que nous, on est plus efficaces que vous. C'est tout. Mais c'est la même chose. Nous voulons la même chose. Et nous voulons la même chose. Alors, conclusion. BR, UP, démocrate, la même chose. La même chose. J'aimerais tellement que demain, ceux qui sont bons chez les démocrates, ceux qui sont bons chez les UP, ceux qui sont bons au BR, travaillent ensemble pour construire le Bénin. Ce n'est pas vraiment la contradiction majeure qui fait la différence. Nous sommes trop pauvres. Tout nous manque. Nous pouvons travailler ensemble pendant un temps, 10, 15, 20 ans. Après, là, on va créer les idéologies. Mais aujourd'hui, le problème du Bénin est le même. Les besoins sont les mêmes. On n'a rien à faire d'avoir une idéologie particulière. On veut se développer par la satisfaction des besoins essentiels, par le développement économique
et par la préservation des libertés qu'on sort, tout ça. C'est vrai, c'est tout. Non, et c'est vrai, on en rit, mais c'est fondamental. Est-ce qu'il n'est pas temps que dans notre quête de souveraineté, donner sens à l'indépendance, à la prise en main de notre destin, qu'on se mette ensemble? Moi, ce symbole que l'Aja a trouvé, tout le monde, si chacun à l'aide de son doigt bouché, tout d'Aja a trouvé, nous allons nous en sortir, c'est tellement vrai, c'est tellement d'actualité, c'est tellement conforme à la réalité d'aujourd'hui que moi je voudrais que l'héritage de mon action, où on a fait des réformes difficiles, on s'est bagarré, des gens qui ont été en prison et qu'on sort, que la conclusion de tout ça soit qu'on se mette ensemble pendant 10, 15, 20 ans à venir pour reconstruire le pays, pour finir les fondamentaux, quitte à ce que demain, quand on sera riche là, on va encore parler d'idéologie mais pour le moment, non. Oui, c'est vrai. Dans 20 ans, 30 ans, on va faire comme les autres. Mais on n'est pas encore là. On n'y est pas encore. On ne copions pas les gens inutilement. Il n'est pas bon que les mêmes personnes soient au pouvoir tout le temps. Ça, c'est pas bon. Donc, il n'est pas bon que les mêmes personnes exercent trop longtemps le pouvoir. Ils vont manquer d'efficacité. Ils ont beau être génies, il faut un consort, quelque chose va leur manquer au fil des jours et du temps. C'est clair. On n'est pas savant tout seul. Et les choses changent, le temps change. Ce qui est bon aujourd'hui, dans 10 ans, il va être dépassé. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Moi, aujourd'hui, mes enfants m'apprennent tellement de choses. Je dis, mon Dieu, je ne suis pas au courant de ça. Je suis dépassé. Je voudrais que vous soyez, vous les jeunes, les porte-paroles de notre cri commun. Et que nous devons, dans tous les cas, aujourd'hui que le monde est difficile, mais que nous voulons satisfaire nos besoins, nous voulons développer, que nous puissions unir nos voix, nos talents, nos compétences, pour nous développer, au lieu de dire que moi je suis UP, je suis BR, je suis ceci, qu'on sort. Les groupes d'intimité, les groupes d'affinité, les creusets dans lesquels les gens se mettent les uns les autres, peuvent exister. Moi, je ne veux pas dire qu'il faut tout uniformiser, parce qu'il y a quand même parfois des petites choses qui font la différence. Et c'est même mieux quand on se dit, je suis dans un camp opposé à toi, on va discuter des mêmes choses. Mais chacun a son groupe d'intimité et d'affinité. Il faut que ces groupes-là ne s'appellent plus opposition, mouvance, minorité. On va trouver les mots qu'il faut pour les qualifier. On va réinventer, nous, notre façon d'exister au Bénin, que ce soit conforme à nos besoins, au lieu d'imiter les gens. D'utiliser des mots qui, pour nous, ne veulent rien dire. On peut être au Parlement, être 109 députés, être tous du même parti, ou de 2 partis ou 3 partis, mais parler de manière technique, intellectuelle, pertinente, sans que ce ne soit la critique stérile, la critique politique, politicienne. Si on réussit ça, je vous assure, en 10, 15 ans à venir, 20 ans, nous allons transformer le Bénin. La bagarre politique est un frein. Ce qui est bon, l'autre va dire c'est pas bon, ne faites jamais ça, parce qu'il est juste de la contestation politique. Je vais donner un exemple. Nous disons qu'il faut que nos matières premières restent au Bénin pour être transformées. Nos matières premières, si ça continue de partir au Vietnam, si ça continue de partir au Bangladesh, en Chine et consorts pour être transformées, nos matières premières vont créer des millions d'emplois. Nos matières premières vont entretenir des millions d'emplois chez eux. Faisons en sorte qu'on les transforme ici. Est-ce que ça c'est idéologique? Est-ce que ça c'est BR? C'est UP? C'est démocrate? Mais non, ça n'a rien à voir avec un parti politique. Mais puisque dans tous les cas, il faut que ceux qui sont là partent pour que d'autres prennent le pouvoir, les gens vont dire ça là c'est pas bon. Donc aux populations, ne faites jamais ça. C'est très mauvais juste parce qu'on fait la contestation politique. Et ça nous arrière. Cet exemple-là est dévastateur. Faites de dire aux populations, refusez, ne faites pas ça.
parce que nous sommes seulement dans un langage politique, mais à la limite même une faute. Moi, ma prière, c'est que à l'occasion des élections ou après les élections, vous puissiez travailler ensemble, les uns les autres. UP, BR, démocrate, restaurer l'espoir de ce monde-là. S'il y a des talents quelque part, on allait chercher. S'il y a de la bonne réflexion quelque part, on allait chercher. Qu'au Parlement, il y ait une autre ambiance de travail. Et qu'on change même ces règles-là, qui parlent d'opposition, comme tout ça là, mais qui est la contradiction quand même. Mais parfois, on peut simplement, on peut même dans le même creuset. Moi, je l'observe, des fois, les débats sont houleux au gouvernement. Parce qu'on n'est pas d'accord sur la compréhension des choses. On n'est pas d'accord sur même la stratégie. Non, il faut éviter qu'il y ait des gens qui détiennent à eux seuls tout le pouvoir de décision. Il faut créer les conditions de débat au Parlement, à l'exécutif, dans les institutions de la République, pour qu'il n'y ait pas de superpuissants. Le pouvoir politique est incarné par une personne. La mouvance, c'est ceux qui le soutiennent. L'opposition, c'est ceux qui ne le soutiennent pas. Vous voulez que voilà la vie d'un pays qui tient simplement à une personne où on est opposant ou mouvant selon que le soutien ne le soutient pas. Tout le pays est fonction de ça. C'est pas bon ce système-là. Il faut qu'on invente autre chose au Bénin. Moi, je n'ai pas le temps de le faire. Je compte sur vous pour qu'en 2026, vous inventiez un autre système qui ne tue plus ces clichés qui ne correspondent pas à notre réalité. Où on peut être opposé au prochain président, mais contribuer à apporter des réflexions constructives, critiques à l'action qui est en cours. Et que le pays ne soit plus divisé seulement entre les partisans de Talon ou les partisans de Lior de demain ou de Kodjo ou de ceci pour dire à mouvance, le pays est divisé en deux ou en trois en raison de ce qu'on est pour ou contre un président qu'on a élu. On élit un président, le peuple a choisi la démocratie. Suivons-le pendant son mandat, mais faisons aussi de la critique constructive autour de lui. C'est une façon pour moi de vous exhorter à rentrer dans une réflexion prospective, constructive, évolutive, novatrice. Pour que notre modèle politique des années à venir ne soit plus dans ce cliché qui, en définitive, le cliché est dépassé, inefficace. Ce que je dis concerne tout le monde. Vous voyez, j'ai commencé par parler de démocrates et UP et BR avant de venir à vous. Donc ça concerne tout le monde. Et le développement est possible, chers amis. Il est possible. Le peu que nous voyons nous montre très bien qu'on peut évoluer. Et demain, je veux vous voir, vous, M. Mitokwe. Même si le prochain président UP ou BR, s'il n'est pas démocrate, au cas où, vous serez peut-être ministre dans ce département-là, dans ce régime peut-être de demain. Pourquoi pas? Parce que vous êtes un homme engagé. Et c'est suffisant. Vous participez à l'action publique. C'est suffisant. Le modèle politique, le code électoral qui est en cours, qui serait chrysogène, qui instaure un modèle qui force les uns les autres à être ensemble pour faire le moins, pour que tout le monde soit dans la même creusée. 1, 2 ou 3 creusets. Allez, on est tous ensemble. Et puis, le débat a lieu au sein des creusets. On peut être de la même famille et compétir. Et se contredit. C'est plus farouche parfois que la compétition entre quelqu'un de UP ou BR et démocrate. Ils sont même partis politiques. Donc, être dans le même creuset ne veut pas dire qu'il n'y a plus de critique, qu'il n'y a plus de débat, qu'il n'y a plus de contradiction, qu'il n'y a plus de compétition. La critique, le débat, la contradiction, la compétition peuvent être préservés même si nous sommes dans le même creuset. Donc le fait qu'au Parlement, il n'y ait que 1 ou 2 ou 3 creusets, ce n'est pas un problème. Pourvu qu'il y ait le débat. C'est tout. C'est ça, l'âme d'un pays. Dynamique. On remet en cause chaque fois nos convictions.
pour finir par choisir la meilleure stratégie, la meilleure action. Et c'est dynamique. Et tout le monde peut contribuer à ça. Nous allons aller aux élections avec les textes existants et vous allez voir que ça se passera très bien. Monsieur Mitokwe, si vous n'étiez plus député, vous pouvez retourner au Parlement avec ces mêmes lois-là. Parce que ces lois forcent à rester ensemble. Et je l'ai dit, si on avait changé ça, les démocrates aujourd'hui seraient coupés en deux ou en trois. Les contradictions qu'il y a chez vous, les histoires qu'il y a chez vous, la guerre qu'il y a chez vous, s'il n'y avait pas cette loi-là, les démocrates auraient déjà été divisés en deux ou en trois. C'est pareil, BRUP. S'il n'y avait pas cette loi, ces partis auraient déjà tous explosé. Cette loi, vous êtes ensemble, ce n'est pas facile. Vous divisez, vous êtes morts. C'est ça l'intérêt. Si on touche à ça, les partis vont exploser. Chacun peut faire son chemin à part. Or, nous voulons que les gens soient ensemble. C'est pour ça qu'il faut promouvoir cette loi-là. Il faut l'expliquer aux gens. C'est dur, mais c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. Non, je ne sais pas quel est le parti qui est sûr de satisfaire toutes les conditions ici. Aucun parti n'est sûr de satisfaire les conditions. Aucun. Monsieur le Président, parce oui. que le parti Les Démocrates n'a pas la parade. Les deux autres partis ont la parade. En fait, c'est ça l'injustice que nous dénonçons le plus. Mais bon, c'est ça. Oui. Mais signer avec eux. Vous savez que la c'est parade, pas possible. C'est quoi? C'est pas disparaître. Hein? La parade, c'est pas disparaître. Hein? Vous savez ce qu'il a dit? Si les deux UPBR signent un accord que si après les élections, on va travailler ensemble. C'est tout ce que la loi demande. La loi dit, après les élections, ceux qui vont dire, après les élections, on va travailler ensemble, on peut compter leur voix ensemble. C'est une déclaration citoyenne. C'est une déclaration citoyenne qu'après les élections, nous allons gouverner ensemble. Pourquoi vous ne pas gouverner avec d'autres si vous gagnez les élections? Pourquoi? À quoi ça vous gêne de gouverner avec BR si vous gagnez? Si lui gagne, vous pouvez gouverner ensemble. Vous pouvez au Parlement travailler ensemble. Donc c'est une loi qui dit simplement qu'après les élections, il faut que les gens s'engagent à dire élections finies, on travaille ensemble. Vous refusez ça? Aujourd'hui, c'est le langage de vérité. Je sais que je veux laisser un héritage différent. Je veux forcer les Béninois à travailler ensemble. Je veux vous forcer à être jeunes du nord, du sud, de l'est ou l'est de BRUP, n'importe quoi. Je veux vous forcer à travailler ensemble. Vous voulez faire la politique? Vous allez travailler ensemble. C'est tout. Et Mitokwe, je veux que tu sois capable de dire à ton voisin là, si tu gagnes ou je gagne là, on va travailler ensemble. On ne peut jamais enchaîner quelqu'un dans un fauteuil. Moi j'ai fini, changer de parti. Quand c'était 10%, on ne s'est pas posé cette question. On ne s'est pas posé cette question quand c'est 10%. Aujourd'hui c'est 20%, ça paraît beaucoup, ça paraît insurmontable. Mais si ça arrive, aucun parti politique ou groupe de partis n'a 20% dans chacune des localités des circonscriptions électorales. Si c'est le cas, qu'est-ce qui va se passer? Madame. On va essayer de faire un accord pour créer la jurisprudence là. On s'entend pour décider de quelque chose qui se fera. Instamment. Oui. Merci. C'est tout. Parce que l'impasse est impossible. L'impasse est impossible. Si ça se constate, c'est qui est le maître du jeu en matière électorale? La Cour constitutionnelle. Notamment les législatives. Puis c'est ça qu'il s'agit. La Cour constitutionnelle sera saisie. Et va t'informer, verra que, ben tiens, personne n'a atteint les 20%. Qu'est-ce qui prime? Parce qu'aucune loi ne peut tout prévoir.
aucune loi. Tant que c'est les lois fondées par les hommes, qu'est-ce qui peut arriver un jour qu'on n'a pas prévu? Et quand c'est le cas, il y a les instances qui peuvent décider pour dire « Ah, ce qui est arrivé n'était pas prévu. » On décide de ce qu'il faut faire. Et ça devient jurisprudentiel. On aime se faire peur au Bénin. On aime se faire peur. Des choses simples qu'on a vues ailleurs, qu'on sait faire. Parfois on l'agite pour se faire peur. Donc définitivement à partir d'aujourd'hui, dites aux Béninois que le code électoral n'empêchera pas qu'il y ait des députés en 2026. Maintenant, ceux qui veulent absolument au Parlement, ils doivent réfléchir sur la stratégie, les accords, les alliances. Si tu veux être député, Guy Mitoko, il faut parler aux gens de ton président. Donc on va dire à partir de maintenant, pour les élections 2026, UP, BR, démocrate, tout ça, c'est la même chose, plus le talon n'est plus concerné. Il y a plus de, le mot opposition ne marche pas en 2026. Après les élections, oui. Mais au scrutin, talon n'est plus candidat. Et j'ai dit tout à l'heure, moi, le candidat que je vais promouvoir, pour qui je vais faire campagne, il peut être démocrate. Sachez-le. Il peut être démocrate. Je suis sincère quand je dis ça. Il peut être BR, monsieur le président. Il peut être il peut être UPR. Il peut être rien de tout ça. Hein, papa? Il peut être ni UPR, ni démocrate, ni BR. Oui, pourquoi pas? Moi, si je regarde et dis ça, je vais faire canon pour la personne. Donc, demain, vous et moi, peut-être qu'on va choisir la même personne. Ou bien, c'est possible, non? Ce sera sûrement le cas. On va prendre les jeunes à témoins pour dire, est-ce que le prochain candidat ne sera pas le candidat de Mitoko et de Talon? Ou même de Yahi et de Talon? Pourquoi pas? Si ça se faisait, les gens sont heureux, non? Moi, je suis persuadé que les Béninois seraient heureux de voir qu'enfin Talon et Yahi Boni se sont réconciliés, au moins politiquement, puisqu'on se parle. Ne croyez pas qu'on est ennemis. Hein. On s'appelle souvent. Je montre mon téléphone, vous allez voir qu'on s'écrit régulièrement. C'est vous qui croyez qu'on est ennemis. On parle, on se voit même. Ouais. Et c'est ça le Bénin. Il faut que notre pays incarne, promeuve ce genre de situation dans lequel où on va se mettre ensemble pour construire notre pays. Merci.